Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, dans le voile et ferrite magnétique, ceux-ci ont des propriétés qui sont fort semblables aux ferromagnétiques. C'est Néel qui a élucidé la première fois leur structure. Ils sont composés de plusieurs ions magnétiques qui sont disposés dans plusieurs sous-réseaux. Typiquement, on a un réseau A et un réseau B dans le réseau cristallin avec un moment magnétique, disons, assez fort, et un autre opposé, mais plus faible. Le total étant non nul, et donc on peut avoir une aimantation spontanée. Une autre structure, il y a de nombreuses structures possibles. Une autre structure répandue, c'est, on a une aimantation, disons, comme ceci, au réseau A, et une aimantation exacte opposée au réseau B, plus une autre, toujours au réseau B, plus petite. C'est typiquement la structure de la ferrite Fe3O4. Une autre structure répandue, plus complexe, et en A, on a 2 ions comme ceci, et en B, 3 ions comme ceci. C'est typiquement la structure des grenats, comme le grenat d'yttrium et de fer, Y3 Fe5O12, appelé YIG, où Y est l'yttrium. Ce sont les ferrites et les grenats sont les deux catégories les plus importantes de ferrite magnétique. Les ferrites ont typiquement une structure du type MO, métal oxyde, et Fe2O3, donc une combinaison des deux. Où M est un métal divalent, comme le fer lui-même, le cobalt, le nickel, le cuivre, le magnésium, le zinc, le cadmium, parmi les plus répandus. La magnétite, Fe3O4, où le métal divalent est le fer, est le ferrite magnétique, la ferrite la plus connue, qui est aussi appelée pierre d'aimant. Elle se trouve à l'état naturel. Ce fut le premier usage d'aimant par l'humanité, la fabrication de boussoles utilisant des pierres d'aimant. Les ferrites cristallisent dans un réseau cubique. L'oxygène est l'ion le plus gros. Il a une taille de l'ordre de 1,33 angstrom. Et les ions oxygène s'empilent dans une structure compacte, la plus compacte possible, avec la face hexagonale. C'est la phase cubique face centrée. Le métal, l'ion métallique, est plus petit, typiquement de 0,6 à 0,8 angstrom, et il se place dans les interstices entre les ions oxygène, dans les creux, dans les interstices tétraédriques pour le réseau A, et dans les interstices octaédriques pour le réseau B. Ce qui explique cette double structure, ce double réseau d'ions magnétiques différents. La maille, une maille cubique, est composée de 32 ions oxygène, 8 du métal divalent et 16 de Fe3+. Dans la structure dite normale, dans le site A, on a 8 ions M, et dans le sous-réseau B, on a 16 ions fer. Dans la structure dite inverse, on a 8 ions fer en A, et en B, on a 8 ions fer et 8 ions M. Ça, c'est les deux cas extrêmes. Il existe de nombreuses variations. Il est d'aller au parade, dans les structures tant que dans les compositions, on a une variation continue des propriétés des ferrites en fonction des différentes proportions. Il y a différentes interactions d'échange entre les sites A et B, entre les sites A eux-mêmes, entre les sites B eux-mêmes, ou entre A et B.
l'expérience montre que l'interaction d'échange la plus forte est JAB, donc l'interaction entre sites différents, et cette interaction est négative, conduisant à un comportement typique de l'antiferromagnétisme. Le moment de saturation maximale dépend de la structure. Dans la structure normale, c'est 2 fois le moment du fer moins le moment de l'ion M. Et dans la structure dite inverse, c'est le moment de l'ion M. L'expérience et les mesures ont montré que la structure la plus répandue était la structure inverse. Ensuite, on a les grenats. Alors, les grenats, ils ont une composition typiquement 3 M2O3. Donc M est cette fois-ci un métal trivalent associé à 5 Fe2O3. Et M est un métal comme l'yttrium, comme dans l'exemple ici, ou un certain nombre de terres rares. Par exemple, dans le YIG, l'analyse de la structure cristalline, que je ne vais pas détailler ici, permet de montrer que le moment de saturation est 5 fois μB. Donc 5 μB. 5 magnétons de bord. Et c'est plutôt bon parce que l'expérience donne 4,96. Le modèle de Néel qui permet de décrire les ferrimagnétiques, je ne vais pas entrer trop dans le détail, parce que c'est tout à fait analogue à l'antiferromagnétisme. On a 2 réseaux avec une interaction d'échange négatif, donc on utilise après la même technique, c'est un peu plus compliqué, parce que il faut distinguer les 2 sous-réseaux, qui ont des propriétés un peu différentes, puisqu'on n'y trouve pas les mêmes ions. Et après une série de calculs, on trouve une susceptibilité magnétique, une formule qui est plutôt en très bon accord avec l'expérience, avec les mesures. Dans la phase ferrimagnétique, donc la température est en dessous de la température de Néel, on a un comportement de l'aimantation qui est analogue au ferromagnétisme. Par exemple, pour l'YIG, on trouve une structure de l'aimantation qui diminue en approchant de la température critique. C'est donc tout à fait analogue, avec parfois des structures un peu plus compliquées. C'est le cas par exemple pour le grenat de fer et gadolinium, où l'on a une structure avec plusieurs bosses et des annulations de l'aimantation en des points appelés points de compensation. Pour le reste, c'est très semblable, et on trouve, par exemple, des modèles de Magnon, adaptés au ferrimagnétisme, et ainsi que des domaines magnétiques, exactement comme pour les autres substances. Voilà, inutile d'entrer dans les détails théoriques et les calculs. Les applications des ferrimagnétiques des ferrimagnétiques sont très importantes et assez nombreuses. Ceci est dû au fait que, d'une part, ils ont une augmentation spontanée assez grande, comme les ferromagnétiques, mais d'autre part, ils sont non conducteurs, ce sont des isolants, contrairement aux ferromagnétiques qui sont de bons conducteurs électriques. Donc, on les utilise dans toutes sortes d'applications, comme dans les transformateurs, comme noyau ferromagnétique ou ferrimagnétique ici du bobinage, comme aimant permanent, ou dans des antennes, donc là aussi dans un bobinage, pour augmenter l'inductance de l'antenne. Par exemple, ils sont très employés dans les GSM et les smartphones, et autres tablettes, ou tous les dispositifs de type GPS, etc., qui ont besoin d'antennes
petites mais performantes, ce qui est obtenu en utilisant des antennes qui contiennent des ferries magnétiques. Dans un transformateur, on a un champ magnétique rapidement variable, c'est le courant alternatif. On va donc choisir plutôt des ferries magnétiques qui ont un champ coercitif très petit et donc un hystérésis très faible, très aplati. Ceci permet de limiter les pertes d'hystérésis que nous avons vues. De plus, un champ magnétique variable implique l'existence d'un champ électrique et un champ électrique conduit à des courants électriques. Et donc, comme les ferries magnétiques sont isolants, il n'y a pas de courant ou très peu, et donc il n'y a pas de perte due à ces courants parasites. D'où l'intérêt de leur usage dans des transformateurs. Pour les aimants permanents, on a intérêt au contraire à avoir une aimantation qui persiste le plus possible. Donc on choisit ce qu'on appelle des ferrites dures, avec des champs coercitifs très élevés. Enfin, dans les antennes, on utilise beaucoup les grenats à base de terres rares. D'où la difficulté qu'il y a eu lorsque la Chine a fermé ses mines de terres rares. Plus exactement, elle les a fermées à l'exportation. Il se fait que les terres rares portent bien leur nom. Elles sont rares. Il y a quelques mines en Afrique, quelques mines au Canada et des mines en Chine. Les coûts d'exploitation sont élevés et pendant longtemps, les terres rares n'ont eu que peu d'applications. Donc les mines africaines et canadiennes ont fermé et seuls les Chinois restaient fournisseurs de terres rares. Mais avec le développement des smartphones et autres applications de ce type, les terres rares sont devenues cette fois-ci des terres précieuses. Et la Chine se développe énormément. Son économie est explosive et ses technologies aussi. Et donc, la Chine a eu un grand besoin de terres rares. Pour être sûre de ne pas tomber à court, elle a donc fermé l'exportation, ce qui a provoqué une crise et une flambée des prix des terres rares, puisqu'on se retrouvait brusquement à court de ressources. Depuis, les choses se sont calmées, les angles ont été arrondis. D'une part, la Chine a réouvert partiellement l'exportation pour fournir un peu de terres rares au monde extérieur, et d'autre part, on a réouvert les mines qui existaient un peu partout dans le monde, ce qui permet de combler les besoins, au moins pour le moment. Bien entendu, il y a aussi tout ce qui est recyclage des déchets, et qui, notamment des smartphones et autres appareils de ce type, et qui permet donc ainsi de récupérer les terres rares qui sont à l'intérieur. Comme quoi le recyclage n'a pas qu'un but écologique, il permet aussi de récupérer des éléments qui sont difficiles à trouver dans la nature. Voilà pour le ferrimagnétisme. Important, ce n'était pas très compliqué, vu que l'essentiel nous l'avions vu avant. Dans la prochaine vidéo, nous ferons une assez courte vidéo parce que nous présenterons deux choses assez courtes. Nous parlerons des verres de spin et nous parlerons de l'ordre magnétique nucléaire. Je vous remercie.